Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, la conférence d'Astana pour la paix en Syrie. Elle a démarré avec un refus des rebelles de se mettre autour de la même table que le régime, accusé de ne pas respecter la trêve. Nous irons également à Palmyre, la cité antique reprise en décembre dernier par le groupe État islamique a de nouveau essuyé des destructions. Enfin, nous irons au Liban à la rencontre des femmes motardes. Il n'y aura donc pas de pourparlers directs entre le régime et les différentes factions rebelles syriennes. C'est ce qui était pourtant prévu par la conférence d'Astana sur la paix en Syrie. Une conférence sous l'égide de la Russie et de la Turquie. Les rebelles accusent le régime de ne pas respecter le cessez-le-feu conclu le 30 décembre dernier. Qui sont ces groupes rebelles qui ont accepté de participer à la conférence et qui sont les grands absents? Élément de réponse avec Sophie Guignon. À la tête de la délégation des rebelles, un homme, Mohamed Alouche, chef du bureau politique de Jaish al-Islam, un groupe rebelle salafiste soutenu par l'Arabie saoudite. Pour Damas comme Moscou, Jaish al-Islam était une organisation terroriste. En cause, son étroite collaboration avec la branche syrienne d'Al-Qaïda. Pourtant aujourd'hui, Jaish al-Islam est le principal groupe rebelle à la table des négociations à Astana. Une table qui réunit des factions dont les positions diffèrent. Parmi les rebelles modérés, Fastaqim Kama Oumirt, une faction de l'armée syrienne libre, principalement active dans la région d'Alep, jusqu'à la reprise de la ville par le régime de Bachar al-Assad en décembre dernier. Ou encore, la brigade Sultan Mourad, majoritairement composée de Turkmènes, proches de la Turquie, et soutenue militairement par les Occidentaux. La faction est également active dans la province d'Idleb. Parmi les groupes classés islamistes, Faylaq al-Sham ou la Légion du Levant, aussi membre de l'armée syrienne libre et idéologiquement proche des frères musulmans. Soutenus par la Turquie et le Qatar, ces rebelles sont actifs sur plusieurs fronts, notamment à Idleb, Homs, Hama et Latakié. Mais parmi les rebelles, un groupe a décliné l'invitation à Astana, Ahlal al-Sham, très présent dans la région d'Alep et d'Idleb, l'un des derniers bastions de l'opposition à Bachar al-Assad. Le groupe salafiste est parrainé par l'Arabie saoudite et le Qatar. Ses représentants ont refusé de se rendre au Kazakhstan pour protester contre le non-respect du cessez-le-feu conclu le 30 décembre avec le régime. Une quinzaine d'organisations rebelles sont représentées à Astana. Mais si les acteurs semblent clairement identifiés autour d'une table de négociation, sur le terrain, la situation est plus confuse. Si certains groupes s'opposent, d'autres s'allient, et leurs combattants passent souvent d'une faction à l'autre. On la croyait à l'abri, mais en décembre dernier, la cité antique de Palmyre est retombée sous la bannière du groupe État islamique. Et ces hommes n'ont pas tardé à sévir. La façade majestueuse du théâtre romain et les 16 piliers du tétrapyle ont été pulvérisés. Les terroristes ont également procédé à de nombreuses exécutions sur le site. Au cœur de l'antique cité, il faisait partie des trésors les plus précieux. La façade majestueuse du théâtre romain. Et tout au bout de la célèbre colonnade, les 16 piliers de ce qu'on appelle le tétrapyle. Nous les avions filmés en avril dernier. Ils viennent d'être pulvérisés par les djihadistes, comme le prouvent ces images satellitaires. Sur la première, on aperçoit l'amphithéâtre désormais amputé d'une partie de son décor. Sur la seconde, les colonnes du tétrapyle réduites à l'état de gravat. Des destructions perpétrées par le groupe État islamique qui aurait également procédé à de nombreuses exécutions sur le site. Chassée de Palmyre il y a 8 mois, l'organisation terroriste a repris la ville en décembre à un moment où l'aviation russe et l'armée syrienne étaient pleinement mobilisées sur la bataille d'Alep, 300 km plus au nord. Les Russes ne peuvent pas être au four et au moulin, donc ne peuvent pas être au nord et en même temps sur Palmyre, qui était laissée à la garde de l'armée syrienne. Il y a moins de forces russes présentes et donc la charge repose un peu plus sur Damas et son armée qui est exsangue et qui a prouvé une fois de plus qu'elle n'était pas capable de tenir le terrain. Pour Vladimir Poutine, voilà tout de même un revers embarrassant, lui qui s'invitait par écran interposé à la grande fête célébrant la reprise de la ville il y a à peine quelques mois. Pour la Russie, tout est donc à refaire. Son allié syrien tente à nouveau de se rapprocher de la ville, mais le temps presse. Déjà partiellement détruite lors du premier passage de Daesh, la cité antique est à nouveau vulnérable, livrée à la folie destructrice des hommes du groupe État islamique.
Au Liban, les communautés religieuses sont représentées au Parlement en fonction de leur poids démographique. Une démographie évaluée selon un recensement qui date de 1932, du temps du protectorat français. Aujourd'hui, le président fraîchement élu, Michel Aoun, souhaite modifier le mode de scrutin pour assurer une meilleure représentativité. Mais le sujet est très sensible. Les minorités jugées surreprésentées par rapport à leur poids démographique réel s'inquiètent. Reportage à Beyrouth d'Antoine Mariotti, Amar El Hamidaoui et Claire Williams. C'est un savant équilibre confessionnel, mais la scène politique libanaise est toujours en quête d'un semblant de stabilité. Après 2 ans sans président de la République, faute de consensus entre les partis, le Liban vient de retrouver un chef de l'État. Et dès son discours d'intronisation, Michel Aoun a énoncé une priorité, changer la loi électorale pour ne plus revivre cette situation. Nous, on estime que le système proportionnel dans un pays comme le Liban, qui est un pluralisme religieux, est le meilleur ou la meilleure loi pour assurer la représentativité de tous, y compris les minorités religieuses et politiques. Mais si ce projet fait la une de l'actualité à Beyrouth, il ne fait pas l'unanimité ici au Parlement. 17 propositions de loi, 17 formules de scrutin différentes sont sur la table. Et la minorité druze, par exemple, menée par Walid Jumblat, estime que l'on veut l'éradiquer purement et simplement de la scène politique. La proportionnelle va écraser beaucoup de minorités. Avec la spécificité communautaire de notre pays, cette loi ne peut pas fonctionner. Et nous n'allons pas l'accepter, en aucun cas. Personne ne veut éliminer personne. Tout le monde sait qu'au Liban, il est impossible d'éliminer des composantes libanaises. Actuellement, il faut n'éliminer personne, mais il faut représenter tout le monde. Au sein même du gouvernement de coalition, le sujet divise. À défaut d'instaurer une proportionnelle à la place du scrutin majoritaire en place, les députés pourraient s'accorder sur un compromis, avec une dose seulement de proportionnelle. Mais à l'image de la classe politique, la population elle aussi est partagée. Les discussions qui se déroulent actuellement, c'est juste pour les médias. Mais en réalité, les politiques ne veulent rien changer. Ils veulent tous conserver leur précaré. Personne ne veut perdre ses acquis. Moi, je suis pour une loi mixte entre la proportionnelle et la majoritaire. Les élections législatives doivent se tenir fin mai. Et jusqu'au dernier moment, le Parlement peut décider de changer la loi, quitte peut-être à repousser le scrutin de quelques semaines. Et on reste au Liban. Elles ne demandent pas forcément d'être représentées au Parlement, mais simplement de pratiquer leur passion librement. Elles, ce sont des motardes. Elles sont de plus en plus nombreuses à faire de la moto sur les routes du pays du Cèdre. Reportage de Yanis Mhamdi et Tiffany Simelaro. Veste en cuir sur les épaules et cheveux au vent, ces motardes font rugir leurs moteurs sur les routes libanaises. Leur chef de file, c'est Karine. Aujourd'hui, elle guide le groupe jusqu'au vieux port de Byblos, un rendez-vous incontournable des motards libanais. Karine est pionnière de la moto au Liban. Sa détermination a encouragé de nombreuses femmes à suivre ses pas. Quand j'ai commencé, quand je suis venue au Liban il y a 5 ans, il n'y en avait que 2 avec moi, dont une qui habitait à Dubaï. Et maintenant, il y en a une trentaine. Elles ne sont pas là toutes aujourd'hui, mais bon, elles existent, elles sont là. Et à mon avis, on va en avoir beaucoup plus avec les années qui viennent. Claudine vient d'avoir son permis moto. C'est sa première sortie avec le groupe. Un rêve de longue date pour cette maman de 3 enfants qui a dû se battre contre les préjugés de ses proches. Donc, tous étaient sceptiques au début. Puis pour beaucoup, la moto, c'est pas fait pour les filles. C'est trop lourd, c'est trop dur, c'est trop dangereux. Et je leur répondais que je peux le faire, que j'y arriverai. Les relations sont parfois tendues entre automobilistes et motards. Mais pour éviter les incidents, les bikeuses ont une solution. Ça arrive souvent et la meilleure chose à faire, c'est qu'on met du rouge sur les ongles et ils se rendent compte qu'on est des filles. À ce moment-là, tout se passe beaucoup mieux. Ils sont beaucoup moins agressifs vis-à-vis des filles qu'avec les hommes. Donc en fait, c'est un avantage d'être une femme. Les motardes, des femmes libres qui suscitent l'admiration. On est limité pour tout quand on est une femme au Liban. Quand je vois des filles indépendantes qui font ce qui leur plaît et qui assouvissent leur passion, je trouve ça extraordinaire.
Certaines d'entre elles sont particulièrement investies. C'est le cas de Talar, première femme à avoir été directrice d'un club Harley-Davidson dans le monde arabe. Sa famille l'a encouragée à reprendre la moto, une passion qu'elle avait abandonnée pour s'occuper de ses enfants. Quand j'ai réfléchi vraiment à comment la moto est revenue, j'ai dit c'est une affection en fait. C'est une affection qui rentre dans ton sang et puis tu as besoin de la nourrir parce que l'infection, tu veux pas que ça te ronge quoi. Et donc quand l'envie te vient, il faut que tu roules et puis ça part. C'est ça le médicament. Dans une région troublée, le Liban fait aujourd'hui figure d'exception. Un pays où ces passionnés peuvent espérer transmettre le virus de la moto à d'autres femmes. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.